Ouais, Nico? Super. Je pose le téléphone ici. Faire beaucoup de bruit. Bonjour C'est Samuel. celle-là. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. De rien, avec plaisir. Alors, je rappelle un petit peu qui tu es. Alors, tu es pianiste, metteur en scène, chef d'orchestre. Tu as notamment gagné 4 trophées des comédies musicales entre 2018 et 2019. Oui. Voilà, donc bravo. Merci. Ma première question, ça va être quel a été ton premier échec de la journée? Mon premier échec de la journée, c'est que j'essaye d'avoir j'essaye de pouvoir commander mon portail de maison par mon téléphone. D'accord. Et j'ai réussi à avoir l'audio, mais pas la vidéo. Et ça m'a tellement énervé. Donc j'ai appelé l'hotline et ils m'ont dit non, mais peut-être qu'il faut le monter à l'envers. Vous êtes bête ou quoi? Donc j'ai quand même monté à l'envers. C'était pire. D'accord. J'avais ni l'audio ni la vidéo. Il va falloir que je renvoie le module au service après-vente pour qu'il vérifie si c'est moi qui ai fait l'erreur ou le module. Donc on verra de qui est l'échec. Mais ça m'a énervé pour la journée. Bah ça, c'est très mauvais. C'est le genre de truc, tu commences truc ta journée électrique. comme ça, t'es pas Non, bien, quoi. Tu te dis, bon, qu'est-ce qui va arriver après, quoi. Voilà. Et après, j'ai une ampoule qui s'est mise à clignoter dans mon bureau. Mais waouh. Donc, t'as préféré partir, est-ce un signe Oui, de là? c'est ça, je suis parti. Je suis allé manger dehors et me voilà. Très bien. Est-ce que tu as une définition personnelle de l'échec? Qu'est-ce que tu définirais comme un échec? Bonne question. D'instinct, j'ai envie de dire, c'est la confirmation d'une peur. C'est-à-dire que je pars du principe que tout peut aller autant mal que bien. Qu'est-ce que ça veut dire aller mal? Ça veut dire ne pas réussir à être au top. Donc c'est extrêmement névrotique de base, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le top? C'est une bonne question, mais en tout cas, on sait quand on ne l'atteint pas. Et c'est presque souvent. Donc en fait, c'est soit tout va très très bien, soit c'est un échec. Mais c'est pas bien, j'en parle avec ma psy. Ouais. Est-ce que, donc, quelque part, c'est un petit peu la réalisation d'une projection négative, quoi? Oui. Je pense vraiment qu'il y a sur n'importe quel... Enfin, moi, sur n'importe quel projet, personnel, professionnel, on a des attentes. Et en effet, il y a ce moment qui bascule. Je fais de la pondération sans arrêt. C'est-à-dire que ça peut être très bien à plein d'endroits, mais il y a un truc où non, c'est pas ça. En fait, il faut que je sois pondéré à tous les niveaux. Il y a des endroits où je m'en fiche. Il y a des variables dont je peux me ficher, mais c'est vrai qu'à la base de quoi que ce soit, je me mets mes variables. Je suis un peu trop ordinateur dans ma tête, et donc, si j'ai pas atteint tous mes minimums requis de toutes mes variables, je suis pas content. Je comprends. Et après, il faut que je fasse une dissonance cognitive pour accepter pourquoi je suis pas content, et est-ce que finalement je serai content, ou est-ce que ça va pas du tout, on casse tout, on recommence. Et globalement, sur l'échelle de ta vie, est-ce que tu pourrais estimer, en termes de pourcentage par exemple, ton nombre d'échecs? En estimant que par exemple 100% d'échecs, c'est vraiment un ratage complet, et 0%, ta vie est parfaite, évidemment. Là, on parle de la vie, on parle pas du nombre de projets, quoi. Non, Ouais. c'est un petit peu ton sentiment. Si aujourd'hui tu devais un peu mesurer, faire une sorte de bilan. D'accord, que ça dépend de ce globalement. que j'ai mangé le matin. Ça peut compter aussi. Mais non, parce que il y a des jours où je vais être en forme et me dire qu'en fait ça va. Et dans ce cas-là, je suis à un 80% parce que j'ai une bonne étoile que je me suis créée, que ça va. Ouais. Et les jours où je vois ce qui va pas, je suis à un bon 50% d'échec, parce que il y a tellement d'endroits où j'aurais pu mieux faire que je vais le compter comme un échec si j'ai mal mangé et que mon foie est fatigué. Et que donc mon moral va être touché. Donc chaque jour, ça peut être différent, ta propre C'est perception. différent chaque Ouais. jour. Oui. Ouais. Si on parle de moi en tant qu'échec, oui, c'est différent tous les jours. Donc il y a une énorme variable, quoi. Ça peut vraiment être gigantesque. J'essaye de limiter au maximum. C'est-à-dire que là, ça fait quelques mois que ça va mieux, parce que voilà, il y a des phases dépressives. Ça va mieux, et que globalement, quand j'ai un moment de « Oh, vraiment, je suis une merde », ça dure que 48 heures. C'est cool. Avant, ça durait des mois. Donc, c'est bien. Bravo. Un énorme progrès. Est-ce que tu te souviens, au plus loin dans ta vie, peut-être durant ton enfance,
la première fois que tu as expérimenté ce sentiment d'échec? Le premier fail, qui est pas du tout professionnel, le premier, ouais, échec professionnel, je pense que je vois, mais le premier fail personnel, c'est que je devais avoir 6 ans, je devais aller acheter du saucisson, on était, dans une ville genre Valmorel, un truc pour aller au ski. Une station, une ville-station de ski. Et je devais aller chercher un saucisson. Et c'était la première fois de ma vie que j'allais faire des courses tout seul. Tu vois, on m'a donné de l'argent. Et donc, je suis allé acheter le saucisson. Et j'ai bien fait gaffe de récupérer la monnaie. Parce que maman m'avait dit, tu récupères la monnaie. Et donc, j'ai bien récupéré la monnaie. Et je suis monté en haut et j'ai bien rendu la monnaie. Mais j'avais oublié le saucisson. Et ça, c'est un énorme échec. Tu sais, c'est comme les trucs, mais c'est tous les enfants. Je supporte pas faire casser un verre. Moi, quand je cassais un verre, je pleurais pendant 2 heures. Ça aussi, c'est des échecs. Non, mais voilà, c'est des petits trucs, mais je m'en souviens. Ce saucisson, je m'en souviens. C'est marrant parce que même aujourd'hui, quand tu regardes ça, tu as un regard sur des échecs passés, pardon, qui est un petit peu dur quand même, un petit peu dans l'hyper-exigence. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que j'ai été construit, bâti, influencé, tout ce que tu veux pour être à tout prix le meilleur. Il fallait. Parce que c'est ce qu'on a mis en empreinte pour plein de raisons très, très, très complexes. Je suis venu au monde, j'ai été conçu par une demande parentale pour être le meilleur et sauver ma mère, en gros. D'accord. Donc c'était là, il fallait. Et pas de bol, j'ai pas sauvé ma mère. Dans le sens qu'elle continuait d'aller mal. Et ça a été un énorme échec. Je comprends. Et encore aujourd'hui, à 40 ans passés, 41, mon Dieu, l'échec est toujours là. Donc en fait, à partir de ce moment-là, il faut, quoi qu'il arrive, être exigeant. Donc il faut être le meilleur à l'école, il faut mériter la confiance qu'on a mis en soi. Donc j'ai eu un parcours scolaire fulgurant, réellement, objectivement. Je me suis retrouvé à sauter des classes, à avoir des résultats de ouf, à être repéré par les instances gouvernementales, voilà, parce que j'ai été tout de suite catégorisé et plongé comme un cerveau, parce que il fallait surtout pas être en échec. Surtout pas. Avoir 18 sur 20 en maths, c'était un échec. Donc j'ai mis des années à descendre, petit à dire, oh, ça va. Mais à la base, moi, je partais là. C'est tout ou rien. Si c'est pas tout, c'est un échec. Et tu as quand même progressé là-dessus. Ouais. Parce que si tu parlais à ce gamin de 6 ans qui a oublié le saucisson dans cette charcuterie, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il vive ça mieux, peut-être? En l'occurrence, mes parents ont bien géré. Ils ont bien géré. C'est absolument pas grave. Ouais. Et ce qui a été fait à ce moment-là n'était pas grave. C'est juste que je pense que je m'en souviens. Et je me dirais la même chose. Après, je pense que pas grave, c'est peut-être pas suffisant, en fait. En fait, je lui dirais ça et je me planterais. Je pense que je serais plutôt en train de dire, mais... Ok, en soi, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire que tu pensais à récupérer l'argent. C'est-à-dire que tu t'es concentré sur ça. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui aurait été le plus grave? Essayer de mettre en perspective, est-ce qu'il valait mieux oublier le saucisson ou oublier le rendu d'argent? Vaut mieux oublier le saucisson, peut-être, en fait. Et c'est, mettre en perspective le truc. Après, dans le cadre précis du saucisson, c'est pas la folie pour en faire des métaphores existentielles. Mais je vais être assez vite limité sur le saucisson. Je comprends. Est-ce qu'il y a un échec, justement, avec lequel tu te lèves tous les matins, un échec qui est resté, qui est encore présent, qui fait partie de toi? Oui, j'ai fait des choix. Et quand je suis pas en forme, ces choix apparaissent comme des échecs. C'est-à-dire que, de manière concrète, j'aurais pu, entre, on va dire, 18 et 22 ans, faire un choix de faire que du théâtre et rentrer dans le monde du théâtre subventionné, public, où j'aurais été à ma place, je pense, où j'aurais été assistant pendant 10 ans de grand metteur en scène, puis j'aurais avancé, décollé. C'est une possibilité. J'aurais pu faire le choix de faire que de la musique classique, aller passer les concours, bûcher, et devenir un chef d'orchestre de musique classique, réputé, reconnu.
Et j'ai fait le choix de ne pas choisir. J'ai fait le choix de tout faire. Et donc de ne pas m'embrigader dans une voie. Je ne le supportais pas. Et donc aujourd'hui, c'est une réussite d'avoir réussi à le faire, d'avoir été reconnu dans mon travail, dans tous les domaines, d'avoir eu les prix qu'il faut, où il faut, et d'arriver. Et c'est en même temps un échec parce que je ne suis pas un chef d'orchestre international qu'on invite à New York. On ne me propose pas de faire une mise en scène dans un CDN, un Centre national de théâtre public. Je ne suis pas arrivé au plus haut, donc les jours où je vais pas bien, ça c'est un échec. Tu penses qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait? Tu penses que ce choix de multiplier tes activités est le facteur, la raison pour laquelle tu... J'en suis convaincu. D'accord. J'en suis convaincu, le monde en est convaincu, dans le sens où tout le monde me le renvoie sans arrêt. C'est-à-dire que déjà à l'époque, on m'a dit attention, tu fais une connerie. Ouais. J'avais dit non, je vais l'assumer. Et régulièrement, on me rappelle, c'est-à-dire que les difficultés professionnelles sont arrivées parce que je n'ai pas tel ou tel... En fait, j'ai jamais la bonne ligne de CV. Donc, j'ai perdu des postes et des contrats uniquement à cause de ça, régulièrement. D'accord. Oui, c'est fou. Donc, en fait, oui, je me suis fait virer d'une des institutions opératiques de Paris le jour où j'ai dirigé une comédie musicale, c'était quelques années après. Ensuite, là, même encore récemment, un des arguments, c'est pas le seul, mais l'argument principal avancé pour ne pas me donner un ouvrage dans un appareil, une institution majeure parisienne, c'est de dire bah ouais mais mec tu fais de la comédie musicale dans le théâtre privé, donc on peut pas te confier ça. Et tu dis ouais, donc dans ce projet-là en particulier, si j'avais fait un autre choix, j'aurais eu le contrat là. D'accord. Mais ça s'appelle du bad trading. Le bad trading, c'est tu sais, quand tu joues à la bourse et que tu te rends compte que si tu avais misé sur le Bitcoin, si nous tous, on pourrait dire, waouh, si j'avais acheté des Bitcoins en 2011, on serait milliardaires, les gars. Faut jamais se dire ça. Ouais. Ça s'appelle du bad trading. C'est interdit. Sinon, on est tellement malheureux d'avoir raté. Bon, bah, y a des jours où je fais du bad trading sur myself. Beaucoup. Ouais. Et ça, c'est extrêmement grave parce qu'en effet, dans ce cas-là, tu sais, cette histoire du gars qui a perdu son disque dur avec ses bitcoins qui étaient dessus et qu'il est parti à la poubelle et que pendant des années, il a essayé de le récupérer, qu'il ne l'a jamais récupéré. Ça aussi, c'est un énorme échec. Il y a des fois, je ressens ce truc-là sur des points de ma vie en disant, OK, donc en fait, les choix que j'ai faits, si je suis négatif, il y a forcément une quantité d'endroits ratés. Et pour moi, ne pas faire quelque chose, c'est déjà un échec parce que j'ai envie de tout faire, j'ai envie de toucher à tout, j'ai envie que ça fonctionne, j'ai envie de succès, j'ai besoin de parce qu'on m'a foutu ça dans le crâne à la naissance, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin de sauver le monde. Et j'ai beau bosser dessus, c'est encore là. Sauf que maintenant, ça ne m'empêche pas d'avancer. Il y a une époque où ça m'empêchait réellement d'avancer. D'accord. Là maintenant, je le regarde et je fais bah ouais, ok. Puis à côté de ça, j'ai une super nana, j'ai une super maison. T'arrives quand même super chat, je gagne correctement ma vie, ça va. Donc en fait, il y a des jours où je trouve que c'est pas assez, puis il y a d'autres jours où je me rappelle qu'en fait, ça va. Il y a une maison déjà, combien de personnes sont propriétaires dans leur maison. Donc c'est tellement relatif. Et par rapport à ça justement ou pas, est-ce qu'il y a un échec dans ta vie que tu peux imputer aux autres, partiellement ou totalement? Un échec dont tu penses ne pas être totalement responsable? Quelqu'un ou quelque chose Oui, ça mérite la bouteille d'eau. Oui, encore récemment, j'ai eu un échec avec un spectacle, alors qui est imputable à plein de choses, mais qui est aussi imputable à une mauvaise association. C'est-à-dire que tu te retrouves à bosser avec des gens, des coproducteurs, mais c'est là où c'est retort, c'est parce que moi, je ne voulais pas le faire tout seul. Donc en fait, si je ne suis pas en forme, je vais dire, bah oui, mais dans ce cas-là, j'avais qu'à le voir venir. Donc au bout d'un moment, on peut constamment se dire que c'est de sa faute, et c'est pas bien, il faut pas le faire. Mais je suis un peu en mode flagellation, et on est judéo-chrétien, on est en Europe de l'Ouest. On se flagelle, on se culpabilise. Moi, on m'a éduqué à me culpabiliser. La Bible nous éduque à nous culpabiliser sans arrêt. Donc, ça veut dire que, est-ce que c'est la faute de l'autre, ou est-ce que c'est ma faute de n'avoir pas vu que l'autre allait occasionner une faute? Bref.
Non, si, un peu. Tu vois, non, mais dans le cas précis là dont je parle, c'est moi qui ne voulais pas assumer toute la prod d'un spectacle parce que je pense que je serais allé à l'échec. Donc ça se trouve, en plus, j'y serais allé à l'échec. Mais je serais allé tout seul. Donc au moins, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Je préfère à choisir être responsable. Parce que là, j'ai mis un coprod, 2 coprods, et ça a vraiment, ça l'a pas fait, quoi. Il y avait de l'incompétence en face, il y avait des gros soucis en face, et au final, on a tout perdu. Et donc moi aussi, parce que j'avais 50%. Et donc je me suis retrouvé à tout perdre. Alors, perdre pas mal d'argent, et puis surtout, ça a signé la mort d'un de mes plus beaux spectacles. Du projet. Qui a joué déjà, bien, qui a joué 335 fois, mais qui ne rejouera plus jamais. D'accord. Parce que ça a foutu tout le monde en l'air. Ouais, ça, c'est relou parce que si on refait... Là encore, c'est un énorme bad trading. Si on revient en arrière, si la tourneuse qu'on voulait, donc la diffuseuse de spectacle qu'on voulait, n'avait pas eu un accident de moto le matin du jour où elle devenait roi le spectacle, on ne se serait pas retrouvé à avoir son associé qui, lui, n'a pas aimé, mais parce que son meilleur ami est un ennemi à moi, donc on a trouvé quelqu'un d'autre qui était moins bon. Waouh! C'est intéressant. C'est la cause de l'accident de moto. Ouais, non, ça arrive, ce genre de choses. Non, mais ça joue à rien, surtout dans ce métier. Mais parce que c'est ma nature d'aller chercher l'algorithme. J'étais fasciné par la théorie du chaos. Si tu veux, on fait une pause, comme ça je te laisse boire parce que je trouve ça vachement bien. Regarde, la théorie du chaos, avec le bruit. La théorie du chaos. Théorie du chaos qui dit que tant qu'un événement n'est pas arrivé, il est impossible de le prévoir parce qu'il y a trop de facteurs. Par exemple, quand on joue au billard, parce qu'on calcule les théories du chaos, c'est des maths, c'est pas de la physique, c'est des maths pures. Quand on calcule le chaos avec les rebonds de la boule au billard, et on considère que quand tu tapes avec ta quille sur la boule, à partir du 4e rebond, la respiration de quelqu'un autour de la table va influencer à partir du 4e rebond. Avant, tu arrives à savoir, et les grands maîtres savent. À partir du 4e, c'est un petit peu le hasard. Le hasard, parce que sa fonction de si quelqu'un inspire ou expire, ça va réellement, gravitationnellement, changer quelque chose. À partir du 21e rebond, alors, faut taper fort sur la boule pour avoir 21 rebonds, mais théoriquement parlant, au 21e rebond, la présence d'un électron sur Sirius va influencer le 21e rebond de ma boule de billard ici à Paris. Bon. Ça, mis en équation, veut dire, avec des mots, tant qu'un événement n'est pas arrivé, il est impossible de le prévoir. À partir du moment où un événement est arrivé, il est parfaitement possible et facilement possible, vu qu'on a accès à l'intégralité de la position des atomes dans l'univers, de savoir quel est l'enchaînement qui a fait que cet événement est arrivé. Et c'est la théorie du chaos. C'est qu'en fait, le fatalisme existe a posteriori. C'est-à-dire que tant que le futur n'est pas arrivé, le fatalisme n'existe pas scientifiquement. Une fois que l'événement est arrivé, il n'y a que fatalisme, car en fait, tout était déterminé, sauf que c'était indéterminable avant l'avènement. Ça va ? Donc, ça veut dire que l'échec apparu, l'événement apparu, le succès, ça marche aussi. L'événement apparu, tu peux remonter la suite des choix et des événements de ta responsabilité, des autres, qui fait qu'on en est arrivé là. Et là commence le bad trading, de se dire qu'on aurait pu faire autrement. Ce qui est intéressant, c'est que tu sous-entends, plus ou moins, en tout cas la théorie du chaos sous-entend, que c'est peut-être une mauvaise idée d'être pessimiste avant même d'avoir tenté. Alors parlons de physique quantique, parce que ça, ma psy est très très bonne à ça, et j'arrive pas à adhérer à ça. Et pourtant, j'ai fait des spectacles sur la physique quantique. Je suis passionné par ça. Tu as compris, je viens des maths à base. J'étais prof de maths, j'étais chercheur de maths, et j'ai démissionné pour faire du spectacle intégralement. Mais à la base, j'ai eu mon agrégation très jeune, et j'étais prof de fac, et j'ai fait pousser la barbe parce que mes élèves étaient plus jeunes plus vieux que moi. C'est fou. Et j'étais spécialisé en physique quantique, donc je m'y connais un petit peu. Et le problème de la physique quantique, qui en effet peut influencer l'espace et le temps, tous les adeptes de la pensée créatrice vont dire que l'optimisme va créer les conditions parce que tu pourrais même imaginer changer le passé
étant donné que les lois de la physique quantique le permettent. Sauf que passer du micro au macro, on n'a toujours pas la preuve que ça marche. Ouais, c'est vrai. Donc c'est une vue de l'esprit. C'est un biais cognitif, mais comme nous ne sommes que biais cognitifs, autant prendre le biais cognitif qui nous arrange. À choisir. Ouais. Ça, c'est le pari de Pascal. Pascal qui disait, je ne sais pas si Dieu existe ou pas, mais à choisir, je préfère y croire. Comme ça, quand je mourrai, il sera d'accord. Bon. Tu vis avec plus d'espoir aussi, un peu plus de... Ouais. Oui. Mais c'est retort, parce que l'espoir veut aussi dire que les moments où tu le perds, est-ce que tu le mérites? Est-ce que tu as raison? Est-ce que ce n'était pas qu'un biais? Alors, a posteriori, j'ai une bonne étoile, donc en fait, j'ai réussi. Ma compagne me le rappelle sans arrêt. Là, on est sur une concordance un petit peu de difficultés financières, rien de bien méchant, mais moi, je panique. Elle m'a rappelé que ça va, qu'il suffit... En fait, il suffit que je me mette en mode urgence, en mode alerte, pour que j'agrège autour de moi les conditions de la réussite. En devenant quelque part positif, justement. Oui. Ouais. Mais là, tu as tellement de mécanismes qui se mettent en route. Parce que tu vas me dire, ouais, mais non, moi j'ai envie que le monde aille bien sans que j'aille à me mettre en alerte. Bah oui, mais non, ça marche pas comme ça. Et puis au bout d'un moment, il faut juste lâcher, faire bah, puis merde. Advienne que pourra, pensons positivement et créativement, parce que si on commence à vouloir niquer la théorie du chaos, ou si on commence à vouloir prendre un contrôle sur cette magie, parce que c'est une forme de magie, en tout cas quelque chose qui nous dépasse, si on veut avoir la main dessus, là par contre on est vraiment foutu. Et là on vivra extrêmement mal que ça marche pas. Ah bah c'est le problème du lâcher-prise. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as un trait de personnalité chez toi que tu pourrais suspecter d'être le responsable de ton prochain échec? Est-ce qu'il y a quelque chose chez toi qui est compliqué? La peur. Bien sûr. La peur n'évite pas le danger. La peur. C'est Marguerite Duras qui disait que la peur empêche l'amour. Globalement, tu vois. Oui, l'amour d'une manière générale. Et je trouve que la peur est vraiment un frein à l'épanouissement, en fait. Ouais, pas de bol, c'est mon moteur. C'est con. C'est un frein. Bravo. Bravo. C'est cool, je le sais. C'est vachement bien. C'est un frein, mais je ne sais pas, quasi pas, j'essaye d'avoir un autre moteur que celui-là. Je comprends. Quand j'ai un autre moteur, comme j'ai la peur que ça marche pas, donc j'ai la peur d'avoir perdu de l'énergie à mettre un moteur qui au final marche pas. Enfin, après c'est un truc horrible qui tourne rond. Donc c'est la peur, c'est la peur de manquer, c'est la peur de faire mal qui fait que je vais prendre le moins pire et qu'il faut pas, et que alors que on devrait juste écouter son instinct. À chaque fois que j'ai des conneries comme ça, à part des sortes de goût, hein. Là, on n'a pas parlé d'échecs par goût. Il y a des échecs que moi je pense ne pas en être. Il y a des échecs où les gens me disent c'est pas bien, où j'ai pas reçu tel prix ou tel diplôme, etc. Par manque de travail. Alors là c'est complètement, il n'y a pas de problème. Et quand c'est par goût parce que l'autre n'aime pas, oui, voilà. pas grave. Là on parle vraiment d'échecs responsables. On parle de fataliste ou responsable. Et dans ces cas-là, la peur, c'est le pire des choses. Mais je m'en sers pour tout border. Je comprends. Et donc, quand ça se passe bien, je dis que c'est grâce à ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être mieux dans ta vie? Qu'est-ce qui pourrait mieux se passer? Qu'est-ce qui pourrait être plus confortable? J'ai un petit souci avec l'argent. Donc, j'aimerais être plus confortable là-dessus. J'ai conscience d'une non-adéquation parce que là encore, il y a des gens qui sont très 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 heureux avec beaucoup moins ou qui vivent avec beaucoup moins, et moi je me plains. Donc de quel droit je me plains? Du droit de se plaindre. Je suis français. Oui. Donc ça pourrait être mieux. J'ai des trucs au cul. Des casseroles. Des casseroles. Alors c'est plus compliqué que ça. C'est pas des casseroles, c'est plutôt du sabotage. C'est plutôt des gens qui me font chier vraiment, délibérément. D'accord. Et ça prend du temps. Ok. Ça prend du temps. Et c'est vrai c'est des grains de sable, d'un truc qui t'empêche de marcher correctement.
parce que tu n'es jamais à l'abri. Tu n'es jamais à l'abri d'une saloperie. Il y a des gens qui te veulent du mal. Oui. Ouais, clairement. Oui. D'accord. Oui. Tu dois vivre avec ça. Identifié Ok. et en combat. Très bien. Ah bah super. Ouais, c'est le combo parfait, j'ai l'impression. Oui, ça fait chier. Ouais, je comprends. Et qu'est-ce qui pourrait être pire justement dans ta vie? Là, sincèrement, impossible d'imaginer pire que ce qui m'est arrivé. Impossible d'imaginer pire qu'une attaque de trahison et frontale et dorsale. C'est-à-dire que par derrière et par devant, on t'abat. Et derrière, c'est l'ensemble du monde qui s'écroule. Alors, non, ça va. Je travaille. J'ai gardé 99,9% de mes amis, de mon réseau, tout va bien. Mais à titre personnel, tu as une fêlure, tu as une cassure qui a enclenché des désastres personnels, de santé, familiaux. Parce que tu as un truc qui explose, quoi. Donc, tu as ton métabolisme qui fait waouh, et que ton système immunitaire et celui de ta compagne et celui de se met à lutter contre le monde. Parce que les ressources immunitaires, elles sont là pour lutter contre l'extérieur comme l'intérieur. Donc, en fait, quand tu as des traumas aussi importants, aussi violents qui t'arrivent, et tu n'en es pas responsable. Sauf que quand tu as un trauma qui t'arrive dans la gueule, le principe même, et je ne veux pas rentrer dans la victimisation, mais quand tu as quelque chose de vraiment très mauvais qui t'arrive, le premier réflexe, c'est de se poser en victime et donc de se dire, où est-ce que j'ai merdé moi ? D'où je suis responsable dans le mal qu'on m'a fait. Faut surtout pas. Mais c'est une étape normale. Donc, il faut gérer ça. Et à ce moment-là, ton système immunitaire, il ne combat pas ce qui t'arrive soit dans le corps. Et là, ça part en couille complètement. Donc, en fait, je n'imagine pas pire que ce qui a pu m'arriver. D'accord. Ouais. Ok. Mais ça va être dur de rentrer dans les détails, étant donné qu'il y a des procédures juridiques en cours. Je comprends. J'allais un petit peu enrober la question. Est-ce que tu pourrais nous donner un top 3 de tes échecs, même des échecs légers, des anecdotes, quelque chose un micro oublié, une partition, une batterie mal chargée. Cet échec-là de production, c'est un échec professionnel, mais vraiment signer la mort d'un spectacle, parce que tout s'est mis dans le mauvais ordre, vraiment, de A à Z. Donc ça c'est mon numéro 3, parce qu'en plus il est récent, que financièrement il a fait mal, que égotiquement il a fait mal. Donc ouais. Après, c'est rien, mais ça m'a marqué. C'est le mail que tu envoies en faisant un transfert et que tu n'as pas supprimé le truc qui est en dessous. Le mail d'avant. C'était à une députée pour un spectacle, il y a longtemps, il y a 15 ans. Et donc, on avait un échange de mails en disant « Oh putain, elle fait chier, Robert Blue, celle-là, c'est insupportable, quelle connasse. » Et puis, à un moment donné, il y avait une autre info qui était importante, et donc j'ai fait transférer le mail. Et je voulais juste mettre l'info importante du spectacle, du jour qu'on mettait, et il y a tout le reste qui est parti avec. Elle a rigolé. Ah. Elle m'a même invité à dîner. Ah, donc elle t'a pas payé le prix de cette boulette? Non, non. Mais moi, j'étais super mal. Ouais, j'imagine. J'étais super mal. Et non, un échec stylistique. Sur un opéra, où vraiment, ça a même failli rompre une amitié de 15 ans. Où on m'a confié un opéra et j'ai fait un choix qui n'a pas été assumé par l'ensemble des gens. Donc j'ai fait un choix qui était touchy musicalement. En gros, c'est comme si on te disait, tiens, je vais faire exprès que ça joue un peu faux parce que moi, j'ai envie que ça sonne comme les Amphitryon en Italie en 1812. J'ai réussi. Ouais. Ça sonnait comme un Amphitryon en Italie. Mais tout le monde n'a pas reçu ça comme ton intention première. C'est exactement ça. Ouais. Mais au point qu'il y a eu convocation, machin, la production, en mode ça va pas du tout, que les critiques n'étaient pas négatives que sur mon travail, il y avait une critique négative globale, parce qu'on s'était pas rencontrés, les différents acteurs et tout, mais il fallait un bouc émissaire, c'était moi le bouc émissaire. Et ça a fait que pendant 2 ans, on s'est pas parlé avec des gens qui
qui je suis redevenu intime comme je l'étais avant. Mais c'est un échec stylistique parce que je me retrouvais à diriger un truc en sachant que les gens n'aimaient pas, que les gens sur le plateau ne défendaient pas. Les musiciens me défendaient, mais le reste n'était pas avec moi et n'a trouvé aucun succès. Donc ça, c'est un échec. Et c'est peut-être le seul endroit professionnel, musical, où je referais différemment. D'accord. Il y a plein de trucs que je me dis, je ferais mieux aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Mais à l'époque, avec mon expérience, etc., non, ce truc-là, j'aimerais bien le revenir en arrière et faire un arrangement normal, sans prendre aucun risque. Oui, voilà, tu prends pas le risque que les gens ne comprennent pas. Est-ce que tu as d'autres expériences où tu as pu te sentir comme un bouc émissaire, comme la personne qui va porter l'échec de quelque chose ou... Ouais, c'était magique ça. Un jour, je dois diriger la comédie musicale Fame. Et on me dit, il y aura que je dis pas de bêtises, il y aura 8 musiciens. Très bien. On m'envoie les partitions et on m'envoie 9 partitions, mais en fait la partition de batterie est doublée. Enfin, il y a 2 photocopies de la partition de batterie. Je fais trop bien, on fait 2 photocopies, c'est pas grave. Je me regarde les partitions, on est à 2 mois de la première répète, et j'écoute le disque original, et puis j'entends qu'il y a 2 joueurs de percussion, le batteur et le percussionniste. Je l'entends, je suis quand même pas con. Donc, comme on m'avait envoyé 2 fois la partition de drums, moi, naïf et voulant bien faire, j'arrive à la réunion de prod en disant « Je pense que vous avez fait une erreur de photocopie. Je pense qu'en fait, c'est pas 8 mais 9 musiciens. J'ai appelé le compositeur à New York que je connaissais. Il m'a confirmé que c'était bien 9 musiciens et il m'a envoyé la partition manquante. Tout fier, j'ai regardé, j'ai la partition manquante. Et là, tu as le coprod, un des coprods, qui aujourd'hui ne travaille plus, parce qu'il y a eu plein de problèmes autres. Ce coprod qui se lève et qui dit oui, je sais, mais je voulais que ça coûte moins cher, de 9 à 8, et donc j'ai supprimé une partition et je l'ai doublée pour pas que ça se voit. Putain. Et j'étais là, je fais oui, mais en fait, moi je fais mon travail. Là, pour le coup, je suis irréprochable. Alors, je l'ai peut-être mal annoncé, je pouvais pas imaginer qu'il y ait une embrouille. Et j'ai eu une note de service et j'avais interdiction de croiser le producteur pendant toute la durée de la prod dans les couloirs. C'est-à-dire que je me suis retrouvé être le chieur. S'il y a des problèmes financiers, c'est parce que j'avais imposé qu'il y ait un musicien en plus, révélé au compositeur new-yorkais que le producteur était un arnaqueur. Je trouve ça fou. Ouais, c'est fou, ouais, c'est relou. Alors que c'est eux qui auraient dû t'en parler en amont. Et bien sûr. En plus, je m'aurais dit, on n'a pas le budget, est-ce qu'on peut être à 8 et puis on aurait réfléchi ensemble. Je pense qu'il assumait pas totalement, on va pas se mentir. Et en fait, parce qu'il avait fait comme ça. Dans son pays pendant 3 ans sans le dire à personne. Ok. Donc il pensait que ça allait passer et puis moi il m'a envoyé le matériel italien. Et moi en fait quand j'ai écouté la version américaine je fais non. Mais voilà, donc ça c'est du genre de bouc émissaire. Non, c'est dur parce qu'en plus tu sacrifies l'artistique à ce moment-là pour des questions d'argent, donc c'est toujours un peu compliqué. Souvent j'ai tendance à penser que le producteur c'est vraiment pas le même état d'esprit, le même intérêt artistique évidemment que l'artiste. D'après toi, quel sera ton prochain échec? J'ai un peu peur d'un échec de management. Ok. Pour un projet qui arrive? Oui, pour une nouvelle boîte que je monte, où j'ai été très gentil, généreux dans la constitution de la boîte. Ok. Donc, je n'imagine pas un échec de la boîte parce que je veux pas. Donc, je vais pas, voilà, même si c'est un truc extrêmement... En fait, là, dans ma vie, je prends une direction d'un poste fixe. J'ai postulé pour un CDI dans un poste très gros en France qui va j'espère, aller bien et me stabiliser. Voilà. Après, il y a toujours les problèmes juridiques donc, en fait, je n'en parle pas. Je ne veux pas dire ce que c'est parce que sinon... Je comprends. ça tourne derrière. Le combat est en cours. Et en parallèle, j'ai monté une boîte ultra risquée sur un projet qui me tient vraiment à cœur et qui peut changer le monde, entre guillemets. Donc, j'ai la sécurité dans une société capitaliste américaine et changer le monde avec une boîte hyper risquée où j'ai mis l'intégralité des économies de toutes mes compagnies dedans en disant je fais poker, je fais tapis.
Tu as quand même pensé à cette roue de secours de t'engager dans une grosse boîte à côté. Ouais, les deux sont arrivés en même temps. Je fais du slashing maintenant. C'est un super nom, le slashing. C'est les Américains qui ont inventé ça. Le slashing, c'est donner un concept à un truc qui est quand même en route depuis quelques temps, qui est accepter d'avoir deux activités. D'accord. C'est pas mal faire une pour en faire l'autre, c'est avoir deux métiers. Okay. C'est pas le comptable qui va tondre sa pelouse, c'est le comptable qui, le vendredi soir, va réellement être paysagiste ou faire sa propre bière, mais la vendre sur les marchés artisanaux. Parce que et donc, en gros, le slashing, c'est en général la sécurité d'un côté, la passion de l'autre, souvent. Ouais. Et en fait, ce mot est inventé parce qu'on encourage les employeurs à encourager le slashing. En disant, en fait, vos employés, ils ne vont pas moins bosser parce qu'ils ont une activité à part. Ils vont au contraire être plus motivés et savoir à quel endroit mettre de l'affect et à quel endroit mettre du travail organisé et propre. Okay. Donc là, je suis après 2 burn-out extrêmement violents. Le deuxième qui a failli me coûter la vie à un doigt. Okay. J'ai plus le choix. Donc j'ai un coach en burn-out même maintenant, que je vois régulièrement, qui vérifie où j'en suis dans mes capteurs. Voilà. Et le slashing est une bonne solution de dire, OK, il y a un endroit, si ça marche, où j'ai un CDI, la retraite, la mutuelle, un endroit, et que c'est pas dégueu, ça reste de la musique, ça reste quelque chose où on fait des choses différentes tous les jours, on s'éclate, mais au service d'un patron. Et puis à côté de ça, donc la boîte qui, elle, joue sur les nouvelles tech, fait un pari sur l'avenir gigantesque. Et donc là, je risque d'avoir un échec. Donc je navigue à vue et je déteste ça. Parce que je peux avoir un échec de management ou de réussite parce que j'ai voulu être très ouvert au début. Et en fait, la boîte prend une direction où ça risque de devenir un problème à un moment donné. Donc il va falloir que je gère. Et je dis que ça peut être le prochain échec parce que je ne sais pas aujourd'hui comment diriger. Donc quand tu es un bateau et que tu sais pas où amener la barre, forcément je me dis je peux m'échouer à tout moment. Si on me donne un plan, si on me donne la barre, je vais non, c'est bon, je vais travailler, je vais et si je me gourre, c'est vraiment que j'ai mal bossé. Là non, je sais pas, je navigue à vue dans le brouillard. Okay. Mais c'est cool en fait. En vrai, oui, c'est pas grave. Je pense que vraiment je pense que tu prends une bonne décision et qu'en plus, non, pour moi, c'est très inspirant ce que tu dis. Je pense que tu fais un choix intelligent, courageux, artistique. Moi, j'ai le sentiment que tu as vraiment les pieds sur terre. Et j'ai l'ordinateur sur terre. Pourtant, moi, je me vois pas trop comme ça, mais mes proches me voient comme un ordinateur. C'est-à-dire qu'en fait, puis quand il y a un temps de traitement qui est trop long, je bug. T'as vu Big Bang Theory, tu vois quand le héros il se met à bugger. Bah, c'est pas des sujets simples non plus, on va pas se mentir. Non, et je suis donc c'est rigolo parce que tout le monde veut j'ai certainement un trouble autistique à un endroit, mais j'ai aucun problème sociable. Donc en fait, cool. En fait, j'ai le côté Asperger sans avoir les difficultés, si ce n'est qu'il y a des moments où je bug. Mais je bug, tu sais, le erreur 404. T'as le corps qui s'arrête, t'as le cerveau qui s'arrête, et tant que ça n'a pas processé. Puis s'il n'y a pas un nouvel élément qui vient me permettre de sortir de la boucle algorithmique, que je vois, je la visualise en 3D, elle est devant moi, j'ai la boucle. Et donc ça, c'est genre... Donc, voilà, ma compagne le sait maintenant, ça la fait rigoler. C'est-à-dire qu'elle voit immédiatement il y a un truc qui s'éteint, et l'ordinateur part en rade. Mais c'est comme ça que je borde mes trucs. Là, par exemple, je suis à 2 doigts d'un échec certain. Sauf si vraiment les planètes s'alignent. J'ai acheté ma maison en pré-relais. N'aie pas peur. Ça va bien se passer. C'est horrible. Ouais. Parce que j'arrive pas à la vendre, c'est la crise du marché, tu vois. C'est normal, il faut accepter la peur. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un moment, c'est quelque chose qui est très stressant. Mais il y a un promoteur qui s'intéresse au quartier, sauf qu'il y a un voisin qui veut pas vendre. Zut. Sauf que si jamais ça marche, j'ai la possibilité de passer par le promoteur, mais on sera hors délai du pré-relais. Mais par contre, tu as beaucoup de pépettes en plus. Ouais.
Et là, tu fais wow. Alors, les équations sont beaucoup trop mouvantes. Hmm. Ça dépend de est-ce que le voisin va vouloir vendre ou pas. Les délais, comment je vais négocier. Donc, en fait, j'arrive à rester assez calme. Mais cette nuit, j'ai mis 1h30 dessus avant de m'endormir. À anticiper. Et c'est con, mais c'est tellement bête. Mais gentil. Oh, comme j'ai pas la réponse. Tu sais, c'est comme les jeux. Et pourtant, je joue pas aux échecs. Mais le voisin, vendre ou pas vendre, en fonction de ses voyages à l'étranger, etc., eh ben je déroule mes diagrammes selon toutes les possibilités, alors que j'attendrai juste 2 semaines. J'aurai la réponse. Ouais. Laisse reposer ça. Ça Ouais. va bien se passer. Sam, je te remercie beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. Merci de nous avoir accordé de ton temps et c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Tant mieux. Merci.